Nous vivons en démocratie, bien que parfois il est possible d'en douter. En effet, chaque 5 ans, nous avons la possibilité, en France en 2025, de changer de président. Cela sonne, dans la psyché du français moyen, comme la possibilité de changer de politique et pourtant, il n'en est rien. L'alternance politique a pour effet de donner cette illusion de changement. Mais quiconque analysant les décisions politiques prises ces 10, 15, voire 20 dernières années, ne pourra que constater que c'est bien la même politique qui nous gouverne. Par politique, j'entends plusieurs choses à la fois, car un même mot peut avoir différentes acceptions en fonction du contexte où on l'utilise. Distinguons d'abord la politique du politique. La politique, c'est la politique politicienne, l'action que prend la politique dans la vie en société, organisée en partis, en institutions, etc. Tandis que le politique, en rapport à l'être et non à l'action, désigne justement la propension de l'homme à vivre en société. Ce n'est donc pas le politique que nous critiquons ici, car il est tout à fait normal et même naturel pour l'homme de vivre en société, l'homme étant un animal politique, donc social. C'est bel et bien la politique que nous remettons en cause dans ce pamphlet. La politique, dans la Ve République française du XXIe siècle, s'organise principalement en partis, pour la plupart gérés comme des TPE-PME. Ces mêmes partis vont proposer des candidats ayant au préalable été formés à faire de la politique de la même façon dont on forme un maçon ou un cadre à son métier. La politique est ainsi devenue un métier. Certains font des carrières politiques. Or, si l'on forme des cadres politiques, si l'on professionnalise la politique, c'est bien l'envie de faire carrière qui motivera de prime abord l'homme politique de la même façon dont le maçon ou le cadre est lui-même motivé par sa carrière et sa rentrée d'argent. Alors que dans un monde idéal, normalement, c'est le bien commun qui doit primer sur les ambitions personnelles en politique. Ainsi, le citoyen, pensant élire un homme motivé par la représentation de ses votants et par le fait d'assurer leurs intérêts, se fourvoie complètement malheureusement. Le vote, que l'actuel système politique a défini comme étant l'acte citoyen par excellence, met au pouvoir, entre guillemets, des individus plus carriéristes que motivés par le bien commun. Il est donc de plus en plus évident que la participation du citoyen à la politique est désormais vaine. Cela est d'autant plus le cas que dans le contexte français, il n'y a plus de souveraineté politique de l'État administrant les citoyens. En effet, les principaux attributs de souveraineté que sont la monnaie, les décisions économiques, sécuritaires, l'intégrité territoriale, etc., ont pour la plupart été transmises à une superstructure appelée Union européenne. C'est l'UE qui se voit attribuer le droit de décider de la politique économique, budgétaire, immigrationniste des États sous son égide. Dans un tel décorum, quelle utilité attribuer au vote, donc à la participation politique des citoyens? Et ce, sachant que même au niveau européen, les citoyens n'élisent que les membres du Parlement et non ceux de la Commission européenne. Et c'est cette même commission, constituée de technocrates non élus, qui se voit confier le pouvoir exécutif, en fait, au niveau européen. Bah, on l'a vu, par exemple, avec ce qui s'est passé par rapport à l'accord qui a été signé, ben, je crois pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Avant-hier, il me semble que c'était dimanche, entre Ursula von der Leyen et Donald Trump
concernant les douanes, les taxes, tout ça, là, entre l'Union européenne et les États-Unis. Ça s'est fait au nez et à la barbe des pays européens, en fait, hein, malgré la volonté des peuples et même de certains dirigeants de ces pays-là. Ainsi, il en résulte la parfaite inutilité du débat public, le débat public et les rites politiques qui l'accompagnent, à l'image du vote, ne font que donner l'illusion aux citoyens, encore assez crédules pour y croire, que son avis compte, que sa voix pèse. Or, nous n'avons absolument, nous citoyens, aucune prise sur la tendance politique à venir. Nos décideurs tiennent désormais à peine compte de l'opinion publique avant de définir leur prochaine décision qui nous impactera tous. Les plus généreux parmi ces décideurs ne prendront que quelques mesures symboliques, à l'image du mariage pour tous, pour tenter de contenter les plus naïfs de leurs administrés. Mais les grandes lignes sécuritaires, économiques, tout ça, sont déjà bien définies au préalable, et la colère populaire n'est en mesure de remettre en cause les pouvoirs d'un président tout-puissant. Effectivement, la Ve République est définie comme une véritable monarchie présidentielle où le président est en mesure de révoquer son Premier ministre et son gouvernement quand il le souhaite. Le président peut également faire passer de force une loi qui n'a pas l'aval du Parlement, et donc des citoyens qui élisent les membres de ce même Parlement. On a vu tout ça de toute façon l'an passé, quand il y a eu les législatives, là, suite au fait que Macron ait dissous le Parlement, des élections législatives qui n'auront même pas conduit au pouvoir, entre guillemets, le parti, quoi qu'on pense de l'extrême gauche, ayant reçu la majorité. Voilà, ça illustre bien le fait que le président fait absolument ce qu'il veut, en fait. Donc il fait la pluie et le beau temps sans l'approbation de qui que ce soit, et les rares mesurettes symboliques qu'il prendra pour contenter l'opinion publique n'auront d'impact qu'à titre sociétal et non réellement social et économique. Rien ne sera fait en vue d'améliorer le bien-être social et économique du citoyen. En revanche, tout sera mis en œuvre pour détourner l'opinion des questions réellement impactantes et l'amener à s'intéresser aux sujets les plus triviaux. C'est de la sorte que, par exemple, un citoyen pauvre et homosexuel pourrait, entre un candidat acquis à la cause sociale mais de valeurs conservatrices et un autre candidat favorable au mariage homosexuel mais ultra-libéral sur le plan économique, opter pour ce dernier candidat malgré sa condition de pauvre. La politique est donc devenue cette, donnée aux citoyens crédules et manipulée, voilà, cette illusion donnée, pardon, d'avoir une prise sur les choses essentielles, tout en leur faisant perdre cette même notion des choses essentielles. Le citoyen, rendu bête par un tel contexte, croyant s'intéresser aux choses les plus importantes, se retrouve en réalité pris dans le piège de la politique qui aura tout mis en œuvre pour détourner ce dernier des questions les plus importantes. Les questions, encore une fois, économiques, sociales, géopolitiques, etc. Cet éloignement du citoyen des problématiques réellement importantes aura été préalablement facilité, je pense, par la parcellisation du savoir. Je m'explique. Cette parcellisation du savoir prend forme au moment même où l'on apprend aux citoyens les bases de la pseudo-démocratie, entre guillemets, c'est-à-dire à l'école en fait, puis à l'université, au travail, le parcours de chaque citoyen pouvant finalement se définir
comme un parcours allant du général au particulier. Un parcours où, à mesure que l'on s'y avance, on finit par se spécialiser. Cette spécialisation, s'il a pu en découler une sorte de savoir-faire, voire d'excellence dans un domaine précis, a aussi pour effet de scléroser les esprits. Il en devient alors difficile, et parfois même impossible, pour beaucoup de citoyens d'avoir une vision d'ensemble. Et par là même, cette absence de vision d'ensemble qui empêche la prise de hauteur vis-à-vis des choses essentielles rend impossible la compréhension de ces choses essentielles en fait. Ainsi, comment un citoyen qui échappe à la compréhension des questions, à qui échappe, pardon, la compréhension des questions les plus importantes, peut se voir attribuer le droit de vote. Ce fait, considéré comme légitime par la plupart de nos concitoyens ayant subi le lavage de cerveau de la pseudo-démocratie moderne, est en réalité absurde. Et il en est d'autant plus absurde que même s'il existe de rares éléments sur qui ce lavage de cerveau a eu moins d'effet, bah, ces derniers ne constitueront jamais la majorité des citoyens. Ils se retrouveront plutôt classés parmi les marginaux. Leur vote, si jamais ils votent, n'aura donc aucun impact. Et ces derniers constituent en réalité les premiers à devoir, pour préserver leur santé mentale et ne pas sombrer dans la folie, se désintéresser de la politique. Ils en sont, de toute façon, les plus enclins. Et c'est justement ce désintérêt de la politique qui leur permettra de se consacrer à la compréhension des choses essentielles. D'abord, ce que la politique occulte est travestie, donc toutes les données économiques, géopolitiques, stratégiques, et voilà, qui auront un réel impact sur le politique, donc sur la vie en société et notre bien commun, qui vont être déterminants concernant ces questions-là finalement. Ensuite, l'érudition dans des domaines non liés ou qui n'apparaissent pas comme tels de prime abord aux politiques, à savoir l'art, la science, les mathématiques, la spiritualité, c'est-à-dire tous ces éléments ayant pour intérêt premier la recherche des causes premières, donc la recherche de ce qui est essentiel. Comprendre ces aspects-là aide justement à mieux comprendre les manipulations de la politique et de son fonctionnement. Et c'est par ce mouvement qui apparaît tel un détour que l'on en vient à réellement comprendre les rouages de la politique finalement. C'est en ne s'y intéressant plus. Alors que paradoxalement, le détour qui nous perd réellement, se fait lorsque l'on s'intéresse trop de front à la politique, laissant celle-ci nous détourner des choses essentielles qui se caractérisent par, d'une part, la vue d'ensemble, c'est-à-dire la capacité à faire le lien entre les différents savoirs et ne pas tomber dans la parcellisation de la connaissance. Et second point, la recherche des causes premières. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.